Fini la trêve et elle revient devant vos écrans. Nicole Pochot avec le magazine Tac au Tac. Vous êtes nombreux à suivre le magazine Tac au Tac. Merci de votre fidélité. Tac au Tac passe au crible la situation sociopolitique et culturelle de l'heure. Vous êtes professeur d'université, élite, homme politique, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac. Tac au Tac, le professionnalisme, l'art de savoir communiquer et relever son pays. Proposer des solutions pour le développement du pays. Tac au Tac, bientôt sur Baraka Télévision pour tout contact. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 5e numéro du magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir un homme politique de l'opposition. Il est jeune et intelligent. Il est président de la Ligue de jeunes de l'Arc, un parti cher à Olivier Kamitatou. Il est également vice-président de jeunes du Rassemblement. Il s'appelle Monsieur Guilain Leta. Il est notre invité de ce soir. Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Monsieur Guilain Leta. Bonsoir. Comme je venais de le dire tout à l'heure, vous êtes président de la Ligue de jeunes de l'Arc, un parti cher à Olivier Kamitatou. Alors, première question, comment se porte votre parti? Le parti se porte merveilleusement bien. Tout va bien. Tout le comité est en place. Nous travaillons comme un seul homme, ça va. Et votre parti est membre du Rassemblement. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne regrettez pas d'avoir quitté la majorité présidentielle? Non, nous ne regrettons pas d'avoir quitté la majorité présidentielle, du simple fait que ça n'a pas été un choix venant de nous-mêmes. Nous étions dans une majorité où nous étions responsables en tant que parti et que nous avions soumis certains problèmes que nous voulions que ça soit réglé à notre niveau, au niveau de la majorité, mais les uns et les autres n'ont pas trouvé ça très intéressant. Voilà, ils nous ont chassés de la majorité, nous sommes partis et nous pouvons nous retrouver que dans l'opposition. Nous sommes perdu un quota. Vous avez quand même perdu un quota par rapport à un portefeuille. À un portefeuille de l'État, c'est quelque chose pour votre parti. Nous ne regrettons pas ça comme tel, du simple fait que nous étions liés à certaines valeurs que nous voulions. Nous avions la charge, nous avions la mission du peuple congolais qui nous avait donné et que nous nous sommes rendus compte qu'à un moment donné, les gens avec qui nous formions un groupe ne voulaient peut-être pas que nous puissions exercer notre mission à bonne et due forme. Donc perdre le quota, ce n'est que une logique qui ne nous dérange en rien. Donc nous fonctionnons comme tel, il n'y a pas de problème. Ça se passe bien dans l'opposition, vous êtes à l'aise? Nous sommes à l'aise parce que nous savons que nous sommes à côté du peuple, donc ça ne nous dérange pas. Financièrement, effectivement, parce que nous savons que le parti politique à notre pays vit des contributions de mandataires, tout ça. Mais en ce moment, ici, nous vivons avec le finance de dixième de députés. Non, pas de Moïse Katumbi, nous vivons avec des financements de finances qui proviennent des députés nationaux. Ok, vous êtes également vice-président de jeunes du Rassemblement de force acquise au changement. Donc c'est vous qui mobilisez les jeunes à descendre dans la rue. Mobiliser les jeunes à descendre dans la rue, peut-être c'est une connotation qui ne semble peut-être pas très vraie. Et c'est que vrai, les jeunes sont très découragés. Une fois que nous demandons à ce que nous puissions faire de marches pacifiques, les gens ne traînent pas pour venir. Donc voilà, nous disons que ces jeunes-là sont déjà très mobilisés. Nous ne les forçons pas, ils le font de leur propre intérieur, fort intérieur. Et pour une bonne cause ou bien c'est juste pour votre propre intérêt? Vous le savez bien que moi, que c'est une très bonne cause parce que ce peuple-là est très fatigué. Ce peuple-là qui reste chômeur bien qu'ayant un diplôme à la maison, ce peuple-là qui passe de journées affamées, qui pourtant méritait d'avoir quelque chose à manger, ce peuple-là est fatigué et il se trouve à la rue pour réclamer quelque chose de bon sens. Il n'y a pas de problème, je trouve qu'ils agissent en tant que personnes qui jouissent de leurs droits.
Bien, le rassemblement a tenu son conclave. Il promet de brandir un carton jaune à Joseph Kabila le 19 octobre et un carton rouge le 19 décembre 2016. On dirait que vous n'avez tiré aucune leçon des événements du 19 et 20 septembre. Ce n'est pas à nous de tirer les leçons des événements qui s'est passé le 19 et le 20, du simple fait que nous avons entamé une démarche qui était conforme. Nous avions eu à écrire au gouverneur de la ville qui nous a donné son quitus parce que c'est vrai que nous n'avons pas besoin de son autorisation. C'était une information que nous lui avons dit par rapport à notre démarche et cela a été accepté. Il a donné son quitus. C'était prévu que nous puissions respecter la ligne, l'itinéraire donné. Nous l'avons fait. Malheureusement, nous avons trouvé d'embûches en cours de route. On nous a tiré à bout portant, il y a eu de morts. Nous disons que c'est la responsabilité du gouvernement et ce n'est pas notre responsabilité. Nous avons fait ce qui était de notre droit, de réclamer ce qui était légal. Et comment pouvez-vous dire que vous n'avez aucune leçon à tirer de ça? Pourtant, il y a eu des morts parmi les manifestants. Non, c'est-à-dire quand je parle d'aucune leçon, c'est-à-dire que c'est l'engagement de l'État qui est responsable de ce qui s'est passé ces jours-là. Tirer des leçons quand vous voulez, c'est-à-dire que ce n'est pas une occasion qui va nous demander de ne plus faire ce que nous voulons faire. Nous sommes en train de suivre une démarche circonspecte, une démarche qui fait en sorte que, et puis c'est constitutionnel, la CENI devait convoquer le corps électoral le 19, nous avons remarqué qu'ils ne l'ont pas fait, nous étions allés protester. La population a demandé à ce que nous puissions aller protester et qu'en cours de route nous avons trouvé l'embûche. Cela ne nous empêchera pas pour une prochaine occasion que nous nous mettons encore en route pour faire ce qui est de nos droits. Nous voulons que le pays soit retourné sur la voie d'alternance. C'est ce que nous voulons. Il y a un débat quand même par rapport à ces événements, on ne va pas revenir là-dessus, mais lorsque vous voulez brandir un carton jaune le 19 et 2 mois après un carton rouge, ça signifie que vous voulez vous faire tuer. Je me dis que nous avons déjà été tués dans plusieurs sens. Vous vous rappelez, il y a toujours de portées disparues, il y a toujours de morts d'hommes, de personnes qui sont privées de leurs droits de parole. Aujourd'hui même, pendant que je passais par cette émission, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver après. Donc vous savez, nous sommes déjà habitués à ça. Nous en avons ras-le-bol. Nous en avons ras-le-bol. En lingala, les gens disent « Ce n'est pas pour que nous puissions faire de menaces, mais nous faisons un avertissement. Nous disons que le président de la République doit absolument quitter avant le 19 décembre. Et le 20 décembre, nous serons dans la fête, nous n'allons pas faire cela. Nous ne sortons pas en cours de route pour faire de désordre. Je vais vous donner un exemple. Quand le président Etienne Tshisekedi est arrivé à Kinshasa, vous avez vu les gens qui étaient en cours de route? Est-ce que vous avez vu ces gens-là qui ont marché? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont cassé? Est-ce qu'il y a eu des morts? Non, nous avons marché pacifiquement. Mais pourquoi le cas de 19, ça n'a pas été de la même chose? Nous comprenons qu'il y a de volonté avérée de certaines personnes qui veulent nous montrer la peur. Et nous avons compris cela parce que, je me rappelle, le 17, si vous avez sillonné la ville, le 17 septembre, vous avez vu, il y avait des camions, il y avait... En tout cas, l'arsenal de la police, c'était pour intimider la population. Ils avaient déjà des intentions préméditées et c'est ce que nous avons remarqué le 19. Et en parlant de carton jaune et rouge, est-ce que vous promettez les chaos au pays? Promettre le chaos, ce n'est pas de notre responsabilité. Parce que le rassemblement prône le dialogue. Nous voulons le dialogue inclusif. Il y a eu des préalables pour que cela, si c'est respecté, nous irons au dialogue. Mais de l'autre partie, ça n'a pas été fait. Alors, quand on promet le chaos, est-ce que c'est nous qui promettons ces chaos? Est-ce que c'est la partie dirigeante qui promet ces chaos? Parce qu'il y a eu des préalables qui devaient être respectés pour que nous allions au dialogue. Nous voulons ce dialogue. Nous avons fait notre conclave, nous avons demandé qu'il y ait un dialogue inclusif. Le dialogue qui respecterait les conditions des uns et des autres. Le dialogue qui parle du problème du pays, de tout ce que la majorité a eu à faire comme erreur que nous voulons le corriger au niveau de dialogue pour que nous évoluions. Donc, promettre le chaos, je ne pense pas que ça vient de nous. Et les rassemblements souhaitent aussi une transition sans Kabila. Quel peut être le soubassement juridique d'une telle proposition? Une transition sans Kabila, c'est une transition que la population, la rue attend. C'est-à-dire que nous avons rendu compte que ça a été fait intentionnellement. Il n'y a pas de moyens qui ont manqué pour que nous ayons ce dialogue, ces élections au délai constitutionnel. Mais ça a été une intention avérée
de la Kabylie, il faut comprendre, et que nous pensons qu'en ce moment, nous allons nous tenir un dialogue sans Kabila. Alors, tenant un dialogue sans Kabila, il y aura certainement certains arrangements, certains préalables qui devaient être discutés d'un commun accord pour que nous puissions mettre le pays sur le bon rail. Mais la constitution actuelle ne prévoit pas des vacances à la tête du pays. Il y a le principe de continuité que vous, les rassemblements, vous voulez à tout prix violer. Non, je ne crois pas que nous voulons violer la Constitution. Peut-on dire que cette Constitution est tellement violée par tout le monde, hein? Non, jusque-là, nous n'avons même pas l'intention de violer la Constitution, du simple fait que si le corps électoral a été convoqué ce 19 septembre, nous n'en serons pas là. Nous, l'intention, ce n'est pas diriger collégialement ce que peut-être les gens pensent, c'est peut-être les gens qui sont là au niveau du conclave en train de faire. Nous, l'intention est qu'il y ait alternance le 20 décembre 2016. C'est ça l'intention que nous avons. Mais au cas où nous ne sommes pas dans cette condition-là, qu'est-ce que nous allons faire? C'est la réflexion que nous voulons faire pour que nous ne puissions pas nous mettre à porte-à-faux. Je crois que nous allons même évoquer l'article 73 qui donne le mandat au président du Sénat, bien que lui aussi, légitimement, pose problème. Donc tout ça, ce n'est pas notre problème. Alors vous voyez que vous êtes en difficulté à ces moments-là, puisque l'article 73 que vous voulez évoquer ne vous le permet pas. Légitimité ici, illégitimité de l'autre côté, ce qui veut dire que même la non-convocation du corps électoral, comme vous l'avez souligné, ne supprime pas la continuité de l'État dans la Constitution. Nous sommes sur une voie de donner la priorité à la rue. C'est le peuple qui devait en discuter. On a violé une constitution que la population a voté à plus de 85%. Comprenez que nous sommes maintenant, nous voulons remettre la prérogative à la rue. Parce qu'il y a la population qui devait en discuter autrement. Et la population, madame, vous ne voulez pas, madame, monsieur, vous allez comprendre que cette population est du côté rassemblement. Vous le savez, et les gens en ont ras-le-bol. Les gens réclament ce qu'ils veulent. Nous allons demander à ce que la population fasse ce qu'elle pense. Et nous pensons que avec l'alternative que nous voulons parler du vrai dialogue inclusif, nous allons réellement répondre à la vie des uns et des autres sans pourtant violer la Constitution. Lorsque vous parlez de la population, le gouvernement, à travers les vice-premiers ministres de l'Intérieur, vous accuse de préparer un mouvement insurrectionnel. Est-ce qu'il en a de preuves? Je ne pense pas. Préparer un mouvement insurrectionnel, comment? Quels moyens nous avons utilisés pour utiliser des mouvements insurrectionnels? Non. Nous disons que au cas où il le faut, nous allons appliquer l'article 64, alinéa 1er. Mais ce n'est pas encore l'intention. Nous voulons que nous allions au dialogue. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain, il mérite ce qu'il pense. Il a voté cette constitution, on doit nous revenir à lui, c'est à lui le prérogatif de prendre la dernière décision. Voilà. Pourquoi vous inscrivez-vous dans un bras de fer avec le pouvoir au lieu de dialoguer, tout simplement? Madame, je l'ai bien dit que nous n'avons pas refusé ce dialogue. Il y a des préalables qui devraient être respectés. Ces préalables, une fois respectés, je vous dis, nous serons au dialogue au jour du rendez-vous. Peut-être nous serons le premier sur le lieu. Nous voulons ce dialogue. Nous le voulons bien. Nous voulons que ce dialogue porte sur des principes qui ne vont pas trahir ce pays. Ok, c'est bon. Retour en image de ce qu'a été les événements du 19 et 20 septembre, et juste après le point de presse de l'UDPS, après ces événements, et la messe qui a été dite par le cardinal Mosengo en mémoire des victimes. Et les condensés est dans notre rubrique Info du jour. Suivez et nous reviendrons juste après pour la suite de l'émission. 19 septembre 2016, la ville de Kinshasa est en ébullition. Les militants du Rassemblement de forces acquises au changement sont dans les rues pour réclamer la convocation de l'électorat quant à l'élection du président de la République. Au fil des heures, la manifestation dégénère. L'on enregistre des pillages, des mises à feu des sièges des partis politiques, d'abord de la majorité, puis de l'opposition, ainsi que des arrestations et des morts. Après des jours de violence, une messe en mémoire de victimes a été dite à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Pour l'officiant du jour, il faut garder une pensée pieuse
à ceux qui ont donné de leur vie pour le respect de la Constitution. Dans la foulée, l'UDPS avait aussi vu son siège être incendié, nuitamment par des personnes non autrement identifiées. Son secrétaire général Jean-Marc Akabound a tapé du poing sur la table. Tous ces événements se sont déroulés alors que le dialogue politique est en cours pour conduire le pays vers des élections apaisées. Le rassemblement de forces acquises au changement, qui ne prend pas part à ces dialogues, a tenu son conclave au cours duquel il a exigé un autre dialogue. Ces opposants s'en tiennent au respect de la Constitution. Ils ont promis d'infliger au chef de l'État un carton jaune le 19 octobre et un carton rouge le 19 décembre 2016. Bien, de retour sur ce plateau, Monsieur Guilain Letta, le dialogue se poursuit sans vous et bientôt un accord politique sera signé. Les propositions qui en découlent sont encourageantes? Non, je ne pense pas parce que nous disons que ce que vous appelez dialogue, nous le considérons comme monologue. Ce dialogue ne reflète pas la réalité de ce que veut le peuple. C'est une assemblée de gens qui se sont réunis pour chercher à partager le pouvoir, sachant qu'ils voudraient peut-être répondre aux besoins personnels des uns et des autres. Ça ne rencontre pas nos attentes. Concrètement, ça signifie quoi lorsque vous dites que ce dialogue ne rencontre pas vos attentes? Pourtant, vous en voulez aussi. Vous voulez également ce dialogue, mais vous dites que celui qui est de l'autre côté ne rencontre pas vos attentes. Le dialogue en question, d'abord, vous devez vous poser la question, à la fin de ce dialogue, ils vont rendre compte à qui? Au président de la République. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut donner un mandat au président de la République qui a fait en sorte que ces élections n'aient pas lieu. Nous voulons avant que nous allions de ce dialogue, à la fin de ce dialogue... Le mandat au chef de l'État n'est pas la proposition qui découle déjà de l'accord qui est en chantier. Ce qui se dit tout haut et ce qui se fait tout bas, c'est diffère. Nous avons des informations, nous savons que ce dialogue aboutira à de séparation, à de diffusion de pouvoir. Les uns vont prendre tel coin, tel la primature, et d'autres vont peut-être faire... On sait déjà ce qui va faire l'équilibre de ce qui est passé. J'ai suivi une émission hier avec un député national, je pensais qu'il était de l'opposition, qui a même donné la ligne directrice avec l'émission, il y a une émission là que j'ai suivie hier, il a donné des éléments de ce qui va être ce dialogue. Nous avons compris, nous comprenons les intentions. Parce que si on vous dit qu'il faut que, par exemple, prenez le cas de la SENCO, le besoin de la SENCO, c'est quoi? Dites clairement que le président de la République ne se présentera pas aux élections. Jusque-là, nous n'avons pas entendu cela. Dites que, par exemple, les élections auront lieu dans telle date. Nous voulons savoir des choses pareilles pour vous dire que ça rencontre nos sentiments. Mais comment? Vous savez, généralement, ce qui ne se dit pas, c'est ce qui est permis. Parce que pour empêcher quelque chose. Vous savez que dès lors qu'il s'est présenté à l'horizon, qu'il disait peut-être devant la nation que je ne me présenterai pas. Je crois que ça allait apaiser, presque tout le monde. Mais le fait de ne pas dire, le fait de marcher, il y a des gens qui parlaient, Kabila Désir, Otondionanout, on a déjà, les intentions montrent déjà ce qui... Ce qui veut dire que si on l'entend désormais que le chef de l'État ne va pas se représenter, vous allez cesser de réclamer un dialogue bis. Le chef de l'État ne va pas se représenter et qu'est-ce qui va se passer le 19 décembre? C'est ça ce que nous voulons savoir. Nous voulons que le 19 décembre tout s'arrête. Le Sénat, l'Assemblée nationale, le gouvernement, il faut que tout ça s'arrête. Le 19, ce n'est pas seulement le... Transition ne vous intéresse pas? L'idée de la... Effectivement, peut-être nous n'en sommes pas encore là. Ça sera par exemple le préalable qui vont peut-être se dire au courant du dialogue pour voir qu'est-ce qui va se passer effectivement, parce que à dire vrai, vraiment c'est du pain sur la planche, il faut vraiment discuter, serrer bien certains boulons par-ci par-là. Donc il y a beaucoup de choses qui devaient se discuter, mais des grandes lignes devraient être déjà bien éclatées bien avant que nous allions au dialogue. La CENI dit avoir besoin de 504 jours pour organiser les élections. Pourquoi vous refusez de les lui concéder? Nous refusons cela parce que nous savons qu'il pourrait y avoir encore des reports faute de moyens. Nous savons. Alors si les choses ne sont pas bien réglées à l'avance, il y aura 504 jours au plus, 504 jours encore, 504 jours et vous aurez toujours... C'est pour organiser de bonnes élections. Pourquoi de bonnes élections? C'est comme si vous de l'opposition, vous ne voulez pas de bonnes élections, vous voulez toujours des contestations.
Nous ne voulons toujours pas de contestation. Vous connaissez, madame, nous comprenons que notre pays, c'est une jeune démocratie. Il est vrai que nous avons toujours réclamé des élections qui ne se sont pas passées dans des conditions espérées. Mais nous avons marché quand même par rapport à ça. Et nous comprenons que c'est une jeune démocratie. Il faut qu'il y ait peut-être des failles qu'on doit arranger au fur et à mesure. Mais je ne pense pas qu'on devrait arrêter tout un processus parce qu'on dit qu'il faut organiser de bonnes élections. On a organisé des élections pour que vous soyez élus. Vous ne voulez pas organiser des élections pour que d'autres personnes soient élues? Mais il est évident qu'on ne saura plus organiser les élections dans le délai, hein? Vous le savez au moins. C'est la volonté de ceux-là qui bloquent encore le système. À certains moments, c'était vraiment possible. J'ai vu le film qui a présenté un programme, un calendrier électoral en leur manière, qui devait peut-être être observé, voir un peu qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de mal de là, pour que nous puissions voir comment ça se passe. Les élections, oui, c'est vrai que le temps devient relativement court, mais le problème, c'est le fruit de mauvaise foi de certains des dirigeants. S'ils avaient cette volonté d'organiser les élections, madame, nous aurions eu ces élections le 19. Une transition sans Kabila sera gérée par qui? À la rue. C'est la rue qui en décidera. Alors, il y a actuellement des menaces qui viennent de l'Occident. L'Occident qui menace les officiels congolais de certaines sanctions. Est-ce que, à votre avis, ce n'est pas une ingérence dans les affaires intérieures de tout un pays souverain? Notre pays, on parle généralement de la souveraineté quand il s'agit des Occidents à faire une pression aux dirigeants de notre pays pour un besoin qui est éventuellement réel. Quand il s'agit de l'affaire de Béni avec de massacres, notre pays souverain a demandé de l'aide, il s'est plaint pourquoi la communauté internationale n'a pas intervenu, tout ceci, cela, parce que c'était un cas où ils ont montré à... Oui, mais la souveraineté ne met pas en cause la coopération bilatérale avec certains États. Alors, mais quand ces gens-là qui vous viennent en appui vous demandent à ce que, parce que tout ce qui se passe, tout ce qu'il y aura comme problème, ce sont eux peut-être qui vont venir avec de l'aide, toutes ces histoires. Ces gens qui vous donnent de l'argent, ces gens-là qui vous aident dans beaucoup de choses, vous demandent de prendre des dispositions pour que, à la longue, ils ne soient pas encore obligés de débloquer des budgets pour vous. Ils vous demandent d'arranger des choses pour que le mal n'arrive pas. C'est ça vraiment que vous pensez de l'ingérence. Je ne pense pas qu'il s'agit de l'ingérence là. C'est juste faire pression pour que les choses marchent, parce que quand ça ne marche pas en RDC, ça dérange aussi le fonctionnement sous d'autres cieux. Alors, à l'heure actuelle, on a entendu vos préalables pour le dialogue, mais à l'heure actuelle, quelle peut être la demande que vous formulez pour que vous intégriez ce dialogue? Nos demandes restent constantes. Tout ce que nous avons présenté comme demande reste constante. Si seulement si elles sont... libération de prisonniers. Ouais. Pas ceux qui ont été libérés. Mais il y a encore d'autres qui restent. Il y avait toute une liste. Pourquoi on a fait une sélection de personnes? Et puis, les gens qui ne devaient pas être poursuivis. Et comment trouvez-vous les raisons données par le pouvoir par rapport à vos préalables? C'est non-sens. C'est non-sens. C'est non-sens, il y a des agendas cachés, nous ne trouvons pas pourquoi est-ce qu'ils libéreraient certains et laisseraient d'autres. Ça signifie que si Edem Kodjo partait aujourd'hui et laissait la place à un autre facilitateur, le rassemblement va intégrer le dialogue. Le préalable du dialogue. Nous sommes là. Edem Kodjo est déjà récusé, c'est vrai, mais... Vous dites? Non, normalement, nous avons demandé, ce n'est pas nous qui devons choisir, mais nous avons demandé à la communauté internationale de donner un facilitateur. Nous pensons que c'est à la charge de la communauté internationale de choisir la personne. Et nous ne voulons pas déjà au préalable dire qu'envoyez-nous X, non. Alors, vous êtes de l'ARC. L'ARC, votre parti est membre du G7. Le G7 a comme candidat président Moïse Katumbi. Moïse Katumbi déjà condamné par la justice. Est-ce que ce n'est pas une perte de temps? Est-ce que quelqu'un qui est condamné peut être présidentiable? Nous savons que cette condamnation n'est pas en bonne et due forme. Cette condamnation, c'est seulement pour nous mettre en déroute par rapport à nos objectifs. C'est la peur. Nous comprenons, c'est la peur parce que Moïse qu'on a plébiscité il n'y a pas très longtemps, les images sont toujours dans nos archives.
Et c'est ce Moïse-là qu'on a traité aujourd'hui de voleur, de X, de tout cela. Non, nous comprenons que c'est une machination que nous n'acceptons pas. Nous n'allons pas perdre nos objectifs par des gens qui cherchent à distraire peut-être nos démarches. Nous pensons que notre candidat reste Moïse et que nous savons que nous allons le soutenir dans toutes nos démarches et que Moïse sera libéré, en fait même pas parce qu'il n'est pas encore arrêté. Et cette poursuite-là, nous le combattons encore même dans le dialogue. Nous savons que Moïse prendra part au dialogue inclusif qui va avoir lieu dans pas longtemps. Monsieur Guillet, Nicole, vous avez déjà posé cette question par rapport au droit de faire. Il semble que vous ne voulez pas marcher. Vous ne voulez aucune concession. Vous ne voulez même peut-être pas ce dialogue. Vous voulez tout simplement un droit de faire avec le pouvoir. Qui va gagner? Aller dans la rue Non, il n'y a pas vraiment, je ne pense pas qu'il y a bras de fer. J'aimerais bien même que le pouvoir se décide, bon ça va, je vais vous donner ce que vous voulez pour voir si vous n'allez pas venir. Nous voulons de ce dialogue. Nous voulons de ce dialogue parce que nous savons que le dialogue... Un dialogue avec le pouvoir à genoux, devant vous. Comment le pouvoir à genoux devant nous? Si nous disons que nous allons aller au dialogue sans le président de la République, c'est le pouvoir à genoux. Si nous allons avec dialogue, vous libérez tout ce que vous voulez condamner et tout ça, c'est vraiment un pouvoir à genoux. Le pouvoir aussi pouvait donner ses conditions. Nous disons que nous allons voir le président de la République, on va au dialogue sans celui-là. Je ne vois pas comment le pouvoir serait à genoux. Comment pouvez-vous demander d'aller au dialogue sans le président de la République alors que la Cour constitutionnelle n'a gardé le pouvoir avec un arrêt sans appel, vous le savez? Cette Cour constitutionnelle, vous comprenez comment ça marche avec... la Cour ici, chez nous, nous pensons que même l'arrêt de la Cour constitutionnelle ne nous enfreint pas de poursuivre une démarche que nous sommes en train de mener. La Cour constitutionnelle a pris certainement cette décision ou cet arrêt sous une certaine pression. Nous voulons le dialogue, qu'on va se parler en se regardant dans les yeux. On se dit des choses vraies qui concernent notre pays. Nous voulons qu'il y ait alternance dans ce pays. Je pense que vous le voulez aussi. Il faut qu'il y ait alternance dans ce pays. Quand est-ce qu'on verra un président sortant et un président entrant se mettre ensemble en train de parler du sort du Congo? L'alternance dont vous parlez, c'est laquelle? Un président de l'opposition ou même un président de la majorité? Nous irons à une bataille électorale. Si c'est la majorité qui gagne. C'était même ce que nous voulions quand nous étions à la majorité. Nous voulons garder, à la majorité nous disions, nous voulons garder la majorité. Choisissons un autre candidat, hormis le président de la République. Ce n'est pas mauvais. Mais en ce moment ici, nous voulons l'alternance. Si nous, à l'opposition, nous manquons et que c'est la majorité qui gagnerait les élections, nous voulons que le président sortant et le président entrant se saluent. Ils se mettent un jour ensemble en train de parler des problèmes de la RDC. Nous voyons dans des photos, nous voyons les États-Unis comment ça se passe. Un président peut être bloqué, il fait appel à un successeur. Vous voulez dans ce pays qu'on ait seulement un président, soit ici à Kinshasa en train de diriger, un autre en exil ou bien peut-être mort ou bien peut-être en prison. Nous ne voulons pas ça, nous voulons que les choses se passent pacifiquement. Dernière question, l'ancien vice-président du pays, Zaïdi Ngoma, est mort. Avez-vous un souvenir que vous avez gardé de lui? J'ai un souvenir que je gardais de lui parce que je faisais membre d'un groupe artistique auquel nous avons grandi ensemble. Nous avions été voir à l'époque le vice-président Zaïdi Ngoma qui nous a donné une bourse qui a permis que notre groupe puisse se déplacer aux États-Unis. J'ai beaucoup de souvenirs de ce qu'il disait. C'était un homme que j'accordais beaucoup de bénéfices. Moi personnellement, j'ai eu à le rencontrer une fois au Grand Hôtel. On a eu à échanger. C'est un homme... C'est vrai que les gens disent toujours que c'est à l'absence de la personne qu'on parle de ce bien, mais moi je dis que c'était une personne qui personnellement m'a marqué. Guilherme, vous êtes jeune. Avez-vous de solutions à proposer pour le développement de notre pays? En fait, pour sortir de notre pays? Oui, c'est une question qui voit des solutions dans un angle macroscopique. Il y a beaucoup de choses, Notre pays, c'est un pays à problème. Donc, de solutions à apporter, c'est que nous voulons que les gens se disent la vérité. Nous devons mettre l'intérêt supérieur de la nation d'abord devant nous. Ça doit être comme un tableau de bord. Qu'est-ce que nous voulons faire pour que ce pays se développe? Nous devons d'abord laisser nos besoins, nos intérêts personnels, mettre l'intérêt d'ensemble d'un côté pour que nous puissions marcher, nous puissions travailler d'un commun accord pour le devenir de ce pays.
Ok, autre chose, Monsieur Guilain Letta, il vous arrive de vous mirer, n'est-ce pas? De vous mirer. Bah oui. Et vous vous dites des choses sur vous, intérieurement? Oui. Alors ce soir, devant un miroir, vous allez nous dire ce que vous pensez de vous-même. Tout de suite, notre rubrique « Seul face au miroir ». Lorsque je me regarde dans le miroir, je sais que je suis un Congolais comme tout autre Congolais. C'est sans Congolais. J'aime bien mon pays, je veux que ce pays puisse se développer avec des personnes qui croient en développement en République démocratique du Congo. Je sais que je travaille pour ce pays d'une manière ou d'une autre. Je travaille pour que ce pays puisse marcher, aller de l'avant. Je travaille pour que ce pays puisse connaître son impulsion et je souhaite à ce que ça soit la volonté des uns et des autres pour que nous puissions nous mettre ensemble, nous regarder droit dans les yeux et nous évoluions en tant que Congolais qui veulent que ce Congo puisse être développé. Voilà, merci. Monsieur Guilain Letta, quel effet ça fait de parler devant un miroir? C'est une habitude généralement chez moi. J'ai l'habitude de me dire, quand je me mire, j'ai toujours l'habitude de dire quelque chose. Je me dis toujours, je suis quelqu'un en qui Dieu fait confiance. Donc, c'est un exercice facile alors. C'est un exercice facile pour moi. C'est comme ça, même, je me rappelle quand je devais démissionner du Parlement, parce que je suis parmi ceux-là qui ont démissionné du cabinet de la questeur. Il y avait des gens qui étaient étonnés pour voir l'élan de salaire, comment il va se laisser, tout ça. Je me disais, je ne vois pas ce que vous voyez. Moi, je vois une direction que je dois suivre. Donc, moi en moi, je me dis, je vois le futur, je vois ce que je fais pour les autres. Je ne serai pas très calme quand je mange copieusement bien et qu'à mes côtés, il y a un Chegué qui n'a rien fait au monde, mais il vit cette situation. Pourtant, il y aura des gens qui sont civilisement responsables. Voilà un peu ça. Monsieur Guilain, le taux d'échange a connu des perturbations. Il a pris de l'envol. Après, la Banque centrale est intervenue. Une petite accalmie de quelques heures. Comment vous vivez cette situation? C'est une situation, humblement je dis, générale, qui est presque partout dans le monde. C'est une situation qui peut-être à notre niveau, c'est vrai que nous ne pouvons pas gérer une situation qui s'éclate de partout. C'est une souffrance que nous voyons ici, mais qui n'est vraiment pas propre à nous-mêmes. Mais la politique interne devait aussi voir dans quels moyens pour stabiliser cela. Mais je vois maintenant ça a un peu changé. Il y a des moyens économiquement démontrables qui pourraient faire en sorte que cette politique soit... Cette fois-ci, au moins, quelqu'un de l'opposition reconnaît que ce n'est pas de la faute d'un gouvernement hein, par rapport à... Non, il y a double responsabilité. Je dis d'abord que c'est un problème général de partout dans le monde. Mais chaque pays a une responsabilité interne de voir comment pourrait voir pour que les choses changent dans sa manière. Tenez par exemple, je vais y aller plus simple. Il y a des politiques économiques qui font par exemple qu'on puisse réduire le droit à la douane pour permettre à ce que le commerçant ne sent pas vraiment cet changement. Il y a une volonté qui peut-être chape nos dirigeants. Ça pourrait être revu. Ouais, il y a des sacrifices que l'État pourrait faire pour stabiliser une situation. Parce que si le dollar remonte, c'est aussi par rapport aux différents changements de commerce, de transactions qui font que ça change. La situation est générale, mais particulièrement en RDC, on devait peut-être voir pour ne pas trop tomber dans la pente et peut-être essayer de... Et la raison de la production nationale qui est au rabais, donnée par le gouvernement, comment vous la trouvez? La production nationale en RDC, c'est un problème à boire et à manger, parce que si je dois même renvoyer prenons le cas de l'agriculture et jetons un œil avec Angalondo, si vous voyez le chiffre de production par rapport aux revenus, ça ne marche pas. C'est pour dire que ce sont des productions qui peut-être, ou peut-être le budget de production sont peut-être détournés pour d'autres besoins.
Question spéciale tout de suite. Monsieur Guilain Letta, si vous mourrez aujourd'hui, quelle image aimeriez-vous que l'on garde de vous? De quelqu'un qui a beaucoup d'abnégation, quelqu'un qui a une vision d'une certaine manière et quelqu'un de caractère. Un petit message à tous nos téléspectateurs qui vous suivent à ce moment. Pour finir, nous sommes déjà arrivés à la fin. Peuple congolais, je veux que vous gardiez espoir. Ce pays va changer. C'était un rêve quand Lumumba et les autres se battaient pour l'indépendance. C'était un rêve quand le Kamitatu, le Tshisekedi, les Kondevila Kikanda se battaient pour la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes sur la phase de l'alternance. Ça ne doit pas être un rêve. Ce pays va changer. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Monsieur Guilain Letta, merci d'être venu. Je rappelle que nous avons reçu pour vous ce soir Monsieur Guilain Letta. Il est président de la Ligue de jeunes de l'Arc et il est également vice-président de jeunes du Rassemblement de forces acquises au changement. Tout de suite, nous allons à présent passer à la remise de cadeaux à notre invité. Il m'a d'ailleurs soufflé que c'était son anniversaire aujourd'hui, c'est vendredi 7 octobre, donc ça tombe bien, un cadeau. Joyeux anniversaire à vous, toutes les bonnes choses. Nous allons remettre le cadeau à notre invité, voilà. Et juste après, notre invité va poser sa signature dans le livre d'or. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.